La lithosphère est la couche externe solide de la Terre. Elle comprend la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau. Elle offre aussi de nombreuses ressources minérales et énergétiques à l'humain, fournit un habitat et de la nourriture à bon nombre d'organismes. Les horizons du sol sont les différentes couches du sol que l'on distingue par leurs épaisseurs et par leur composition. Dans un sol mature, on distingue quatre principaux horizons. Pour commencer, l'horizon haut. La première couche. Elle est superficielle, comprenant des débris végétaux et de humus, ce que l'on nomme litière. L'humus est riche en éléments nutritifs puisque les décomposeurs dégradent les débris. Ces éléments nutritifs sont entraînés vers les horizons inférieurs par les eaux de pluie. L'horizon A, elle est une couche composée d'un mélange d'humus et de minéraux. On qualifie ce mélange de terre arable. Sa couleur est généralement foncée. Comme elle est riche en matière organique, cette couche est très importante pour la croissance des végétaux puisqu'elle est très fertile. Son aération est assurée par les animaux fouisseurs. Elle est fortement soumise à l'érosion. L'horizon B est par contre très pauvre en humus, mais très riche en éléments minéraux tels que de l'oxyde de fer et des silicates. Elle est souvent de couleur plus pâle que l'horizon A, ou encore de couleur teint rougeâtre. Les débris provenant des horizons supérieurs s'y accumulent. Finalement, on note l'absence de matière organique dans l'horizon C, uniquement composée de roches-mères altérées et fragmentées par des facteurs physiques et chimiques. Il peut être sableux, argileux ou dur. Aussi, l'horizon C repose sur l'horizon R, qui est appelé substratum rocheux. Il est uniquement constitué de roches-mères primaires non altérées. Les roches qu'on retrouve dans les horizons du sol sont constituées de minéraux. Un minéral est donc un élément naturel ou un composé chimique qui entre dans la composition des roches et des sols. Mais il ne faut pas confondre le minéral et le minerai, car un minerai est une roche extraite de la lithosphère qui contient une quantité de minéral suffisamment grande pour justifier l'exploitation. Le processus de transformation des minéraux a des conséquences néfastes sur l'environnement. Par exemple, le broyage, le traitement des températures très élevées et le lavage des minerais au moyen de produits chimiques entraînent la production de déchets, souvent toxiques, qui se retrouvent dans l'environnement. Le pergélisol est la partie d'un sol qui se maintient constamment à une température égale ou inférieure à 1 degré durant au moins 2 années consécutives. Il est donc gelé en permanence pendant cette période de temps. On retrouve alors le pergélisol dans les régions froides, soit dans les hautes latitudes près des pôles et à des altitudes élevées au sommet de certaines montagnes. Malheureusement, il y a des conséquences sur le climat du dégel, dont les émissions de gaz à effet de serre emprisonnées sous la glace, des glissements de terrain, des inondations en raison du dégel et une modification de l'habitat d'espèces pour les animaux migrateurs. L'hydrosphère désigne l'ensemble de l'eau qui se trouve sur la Terre, qu'elle soit sous forme liquide, solide ou gazeuse. Vu de l'espace, cette abondance d'eau a valu à la Terre le surnom de la planète bleue. On la retrouve donc sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, sous forme de cristaux de glace dans les glaciers, les banquises et la neige, et aussi sous forme liquide dans les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines et les gouttes de pluie. Malheureusement, le réchauffement climatique représente un risque important pour l'avenir des réserves d'eau potable sur Terre. Un bassin versant est une portion de territoire qui recueille toutes les précipitations et les entraîne vers un même endroit. La limite d'un bassin versant est prédéfinie par des frontières naturelles. L'eau sous l'action de la gravité s'y écoule du point le plus haut vers le point le plus bas, de l'amont vers l'aval. On situe donc la frontière entre deux bassins versants sur une ligne qui suit la crête des montagnes et des collines environnantes. Ces frontières sont nommées lignes de partage des eaux ou lignes de crête. Lorsqu'il y aura des précipitations, elles tomberont d'un côté ou de l'autre de cette ligne de partage des eaux. Elles s'écouleront alors dans les bassins versants différents. Les bassins versants regroupent autant la circulation des eaux de la surface que celle des eaux souterraines. Selon l'échelle à laquelle on les étudie, on distingue différents niveaux de bassins versants. En effet, un bassin versant peut englober plusieurs sous-bassins, imbriqués les uns dans les autres. Donc, il y a les bassins océaniques, qui sont les bassins de l'eau de tous les fleuves vers l'océan. Il y a aussi les bassins fluviaux, qui sont le bassin entre le fleuve et les bassins secondaires, qui sont les bassins pour les rivières ou les lacs. Finalement, il y a les bassins locaux pour qui sont les bassins pour des petits territoires.
Mais certaines activités humaines peuvent avoir des impacts importants sur le bassin versant. Par exemple, la déforestation. Car les eaux de la surface s'écoulent plus rapidement, cet écoulement accélère peut augmenter l'érosion du sol et par la fait même entraîner des inondations ou des glissements de terrain. La salinité est la mesure de la quantité de sel dissous dans un volume donné d'eau. Plus de 2 tiers de la surface terrestre sont couverts d'eau, que ce soit par des mers, des océans, des lacs ou des rivières. Cette eau sous forme liquide contient de nombreux sels minéraux. Ces sels proviennent essentiellement de l'érosion des roches de la lithosphère, produite par les eaux de ruissellement et les eaux souterraines. Tout au long de leur parcours, les sels sont entraînés par les eaux de ruissellement et ils s'accumulent lors de leur progression dans les bassins versants. Il y a donc l'eau douce, qui a une masse volumique d'un peu moins de 1 g par millilitre, avec une salinité inférieure à l'eau de mer. On retrouve majoritairement les eaux douces sur les continents. Il y a aussi l'eau saumâtre qui forme la transition entre les zones d'eau douce et celles d'eau salée. On retrouve les eaux saumâtres principalement à l'embouchure des fleuves, dans les estuaires et les deltas. Finalement, il y a l'eau de mer qui possède une salinité supérieure à celle de l'eau douce, donc sa masse volumique est de 1,025 g par millilitre. Un glacier est une masse de glace formée par l'accumulation et le tassement de couches de neige sur la terre ferme, alors qu'une banquise est une vaste étendue de glace qui flotte sur les océans près des pôles nord et sud. Mais, le réchauffement climatique menace les glaciers et les banquises, dont la superficie diminue de plus en plus. Cette fonte rapide va aussi causer un problème qui risque de toucher des centaines de millions d'êtres humains. En effet, la fonte de ces glaces va mener à la hausse des océans et mers de ce monde. Résultat, des centaines de villes côtières seront inondées, créant alors une migration importante de la population de ces villes. Cette fonte de glace peut également perturber sérieusement la circulation thermohaline. Ceci entraînerait des répercussions importantes sur la régulation du climat de nombreuses régions, modifiant la vie d'un nombre élevé d'espèces vivant dans ces régions. La circulation océanique correspond à l'ensemble des mouvements et des déplacements de l'eau à l'échelle planétaire. Il y a donc 2 types de courants marins. Le premier est les courants de surface qui sont de grands mouvements continus d'eau générés par la friction des vents soufflant en surface des océans. Le deuxième est les courants de profondeur, qui sont aussi nommés courants de densité, qui sont engendrés par les différences de température et de salinité dans l'océan. Les courants marins de surface et les courants marins de profondeur forment une immense boucle de circulation que l'on nomme boucle thermohaline. Un des effets de ce phénomène de convection est de permettre à l'eau froide, plus dense, de descendre dans les fonds marins et à l'eau chaude de remonter en surface. Aussi, en combinant les courants chauds et les courants froids, elle répartit la chaleur entre les océans. Cela a pour effet de réduire les écarts de température entre les pôles et l'équateur, et donc de réguler le climat à la surface de la Terre.